Contre-plongée, un podcast de laïcité Brabant Wallon. Annabelle et Mehdi vous emmènent à la rencontre de celles et de ceux qui ont des choses à dire en Brabant Wallon et au-delà. Entre témoignages, opinions et analyses, vous ne ressortirez pas indemne de cette écoute. Contre-plongée, épisode 6. Des extrémismes de droite et de gauche. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Contre-plongée, le podcast de laïcité Brabant Wallon. Ce 8 décembre 2023 s'est tenue la clôture de la campagne d'éducation permanente du Centre d'action laïque Les extrémismes notre prison. C'est donc d'extrémisme que nous allons discuter aujourd'hui en compagnie de deux personnes, deux professeurs que j'ai le plaisir de recevoir en plateau. Je tiens à préciser que nous enregistrons cette émission au sein du Centre d'action laïque de la province de Namur, que je remercie au passage. Alors tout d'abord, Benjamin Biard, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de recherche au sein du secteur sociopolitique du CRISP, ainsi que chargé de cours à l'UC Louvain en sciences politiques. Vous êtes spécialisé sur l'extrême droite. Ensuite, Arthur Borriello, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes politologue, chargé de cours à l'UNAMUR, et vous êtes spécialisé sur la question des populismes de gauche. Oui. Alors, donc pour entrer dans le vif du sujet, de gauche à droite, donc, Arthur Borriello et Benjamin Biard, pouvez-vous me donner votre définition des extrémismes et pourquoi, selon vous, serait-ce notre prison à toutes et à tous ? Donc, si c'est à moi de commencer sur cette question, la question de la définition des mouvements extrémistes est toujours passablement compliquée parce que se mêlent des enjeux intellectuel et politique. Qualifier un mouvement d'extrême, c'est en même temps, d'une certaine manière, le disqualifier et le placer aux marges du système politique. Ce sont aussi des mesures qui sont, et des modes d'identification qui sont relatifs à un espace donné. Être l'extrême, c'est se situer aux extrémités d'un échiquier politique donné, ce qui veut dire que ce qui est recouvert en termes de position, de type d'acteur par l'extrême droite ou l'extrême gauche va varier au cours du temps. En fonction, on va dire, de la position générale des acteurs qui composent le système politique à un moment donné dans la société. Et donc, c'est très difficile, à mon sens, de donner une définition qui soit universelle, intemporelle et générale. Mais je crois qu'on peut dire que de façon... donc, en tenant ça à l'esprit, ce sont les mouvements qui sont situés aux marges d'un système politique donné et qui ont tendance à contester les valeurs fondamentales qui règlent la dynamique du jeu et de la compétition politique dans ce système. Benjamin Biard, peut-être nous donner une définition des extrémismes, mais pourquoi est-ce que ça serait notre prison ? Alors, en effet, je pense que c'est un exercice particulièrement délicat pour les politologues. Il y a énormément de désaccords, d'ailleurs, y compris entre politologues. Et si on élargit encore, effectivement, le panel de personnes qui peuvent tenter de fournir une définition, on voit qu'on arrive à des éléments extrêmement variés. Si on s'en tient à l'extrême droite, par exemple, on pourra revenir sur l'extrême gauche ensuite très certainement, j'ai tendance à le définir comme étant une idéologie politique, c'est-à-dire à la fois une vision, une conception de la société telle qu'elle est, une conception de la société telle qu'elle devrait être, on a cette perspective normative, et puis un programme d'action qui permet de transiter du premier vers le deuxième état de société. Si on applique ceci à l'extrême droite, ça veut dire la conception de la société telle qu'elle est, une conception profondément inégalitaire de la société. On peut distinguer, quand on est d'extrême droite, des éléments sur la base des individus, des citoyens, sur la base de leur origine ethnique, de leur religion, de éventuellement leur race entre guillemets, même si c'est un terme qu'on utilise de moins en moins, y compris au sein de l'extrême droite. Premier élément. Deuxième élément, la société telle qu'elle devrait être, qui repose sur un nationalisme extrêmement fort. Ça veut dire que l'extrême droite, par essence, est nationaliste. Je ne dis pas l'inverse, je ne dis pas que tous les nationalismes sont d'extrême droite, par contre l'extrême droite est par essence nationaliste. Troisième élément, un programme d'action qui vise à passer du premier état de la société vers le second que je viens de qualifier et de rappeler. On a un programme particulièrement radical. Ça veut dire qu'il va mettre la démocratie libérale sous tension, dans certains cas la démocratie en soi comme régime politique sous tension, par exemple en entretenant un rapport désinhibé à la violence, mais à minima en tout cas qui va mettre à mal le pilier libéral, c'est-à-dire un ensemble, un socle de valeurs, de principes qui caractérisent nos démocraties libérales actuelles.
principe de séparation des pouvoirs, l'état de droit, ou toute une série de droits accordés aux minorités, par exemple. Donc ici, vous nous avez donné une brève définition de l'extrême droite. Nous allons tout de suite écouter donc François Debras lors de la Convention laïque de 2022, politologue et professeur associé à l'ULG, au micro de Vinciane Colson, qui s'exprimait sur est-ce que l'extrême droite et l'extrême gauche sont deux idéologies à mettre sur un même pied d'égalité. L'extrémisme de gauche n'est pas du tout la même chose que l'extrémisme de droite. Il y a des valeurs qui sont fondamentalement différentes. À l'extrême droite, on considère qu'il y a une inégalité naturelle au sein des êtres humains. Elle peut être raciale, elle peut être culturelle, elle peut être religieuse. On considère qu'il y a des races, cultures, religions qui sont supérieures et des inférieures. Non seulement on les hiérarchise, mais en plus on enferme les individus dedans. Parce que vous faites partie de cette culture-là ou de cette race-là, vous ne pourrez jamais faire partie d'une autre et donc vous êtes inassimilable ou je vous rejette. L'extrême gauche, on n'est pas du tout là-dedans. Dans l'extrême gauche, on a un principe fondamental qui est l'égalité et qu'on va pousser au maximum. Ça s'appelle l'égalitarisme. On est tous égaux en tout, à tous les niveaux et pour tout. Et donc on entrave toute notion de liberté individuelle. Alors Benjamin Biard, est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse de François Debras et selon vous, quelles sont les similitudes et ou les différences entre ces deux extrêmes, donc de droite et de gauche ? Alors oui, je suis assez bien les éléments qui ont été amenés, d'ailleurs qui recoupent ou qui prolongent la définition que je viens de proposer. Je pense que la principale différence, il y a deux différences, mais c'est le rapport à la notion d'égalité, ainsi que l'amène d'ailleurs François Debras. Dans la foulée des travaux du philosophe italien Norberto Bobbio, on peut distinguer la gauche et la droite selon le principe d'égalité. La gauche considère que les inégalités dans la société sont d'ordre social et que donc il est possible et il faut même pouvoir les réduire ou les éliminer, tandis que la droite considère que les inégalités sont plutôt d'ordre naturel, que donc, mais quand bien même on le souhaiterait, il n'est pas possible, voire il n'est pas souhaitable de réduire ces inégalités. Plus on se situe à la droite ou plus on se situe à la gauche, plus on entretient un rapport particulier avec cette notion d'égalité ou d'inégalité. C'est un élément fondamental. Le deuxième élément, c'est le rapport à la démocratie. Dans un cas comme dans l'autre, et c'est là parfois qu'on se retrouve à mettre en confusion, peut-être un peu trop vite, je pense également, ces notions d'extrême gauche et d'extrême droite. Je pense qu'elles sont foncièrement différentes l'une de l'autre, mais qui entretiennent l'une et l'autre un rapport à la démocratie qui peut être questionné en effet. Et donc, pour vous, Arthur Borriello, est-ce que vous êtes d'accord avec l'analyse de François Debras ? Et donc, quelles sont les différences et similitudes entre ces deux extrêmes, selon vous ? Oui, je suis tout à fait d'accord et je partage aussi ce qu'a dit Benjamin à ce propos. J'ajouterais peut-être qu'il y a aussi une relation, et en lien avec ce rapport à l'égalité, une relation très différente à l'héritage des Lumières, qui est rejeté par l'extrême droite contemporaine. Ce qui est attaqué par l'extrême droite, c'est l'individualisme et le rationalisme qui sont au cœur et au fondement de nos sociétés démocratiques et libérales. Et l'extrême droite conçoit l'extrême gauche et tout ce qui a trait notamment à la tradition marxiste comme le paroxysme de cette logique rationalisante héritée des Lumières. Elle considère en fait le libéralisme et le marxisme comme faisant partie d'un même paradigme qui nourrirait le déclin des sociétés des sociétés modernes, là où le marxisme et le mouvement socialiste en général s'inscrit dans le sillage et dans l'héritage direct du mouvement rationaliste des Lumières. Donc c'est quand même aussi sur le plan philosophique une opposition fondamentale. Maintenant, c'est vrai qu'elle partage un certain nombre de choses et pour revenir à ce que je disais précédemment, je pense qu'elle partage avant tout une forme de position par rapport à d'autres acteurs existants dans l'espace de compétition politique. En fait, elle partage presque des caractéristiques négatives au sens où elle ne s'en réclame pas elle-même, mais ce sont les autres acteurs qui les leur attribuent. Elle partage une même ostracisation en fait par les acteurs considérés comme participant légitimement à la compétition
politique normale. Et d'où la théorie la fameuse théorie du fer à cheval et d'une espèce d'équivalence qu'il y aurait entre extrême droite et extrême gauche. Finalement, peut-être qu'elle se situe plus dans l'œil de l'observateur qui les voit comme extrême droite et extrême gauche que dans une véritable nature et des attributs et caractéristiques partagés par l'extrême droite et l'extrême gauche. C'est d'ailleurs ce qu'on a vécu lors de la clôture de la campagne d'éducation permanente Les extrémismes, notre prison, où justement on a posé à différents acteurs et actrices politiques ce qu'ils pensaient des extrémismes, et donc un membre du PTB était là, on lui a posé la question: est-ce que vous vous sentez extrémiste? Il a dit non, absolument pas. Donc voilà, c'est assez intéressant que de se rendre compte qu'aucun extrémiste déjà ne se définira comme tel. Alors, donc, vous avez parlé de composition politique, donc revenons à l'actualité européenne. Donc, les Pays-Bas, la Suède, l'Italie et la Belgique est loin d'être à l'abri pour les élections de 2024. Benjamin Bière, vous l'avez un peu compris, les pays que je viens de citer sont gouvernés par l'extrême droite, où les sondages pour notre plat pays ne sont guère reluisants. Donc, comment l'extrême droite a-t-elle réussi le coup magistral d'être autant à la manœuvre sur notre continent et dans différents pays ? En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'elle est influente, elle a gagné en influence. Pour les Pays-Bas, on va voir. Effectivement, le gouvernement n'est pas encore tout à fait formé, mais il semblerait qu'on se dirige dans une coalition associant, voire même dirigée par un représentant du PVV, parti d'extrême droite. 37 sièges. Dans le cas 37 sièges, effectivement, beaucoup plus, 20 de plus que lors des dernières élections de 2021. C'est un score imprévisible, c'est une surprise absolument incroyable et impactante pour la démocratie néerlandaise. Dans le cas suédois, l'extrême droite, les démocrates de Suède, ne sont pas un parti qui est associé à la coalition gouvernementale. Il n'en demeure pas moins que c'est une formation influente dans le sens où, depuis l'opposition, elle a apporté son soutien, elle apporte toujours son soutien à un gouvernement minoritaire. Tout se négocie d'une certaine manière en politique, et donc clairement, à travers ce soutien, elle a négocié ce soutien, elle parvient à faire avancer son agenda en matière migratoire. On pourrait élargir la liste des pays où l'extrême droite a gagné en influence à travers l'Europe, a remporté d'ailleurs des succès, y compris sur le plan local. Encore tout dernièrement, à la mi-décembre, avec une ville de relative importance, de plus de 40 000 habitants, en Allemagne, qui a été remportée par un représentant de l'AfD, parti d'extrême droite allemand, qui d'ailleurs, contrairement à beaucoup, est plutôt en voie de radicalisation que l'inverse. Et donc on a effectivement une extrême droite qui se porte très bien. Et en Belgique, si on en croit les derniers sondages, mais des sondages qui se succèdent les uns aux autres déjà depuis plusieurs années, il semblerait que le Vlaams Belang est en tête, en termes d'intention de vote en tout cas. On verra si ça se concrétise ou non dans les urnes le 9 juin prochain, mais une formation qui se porte bien. Ce qui est intéressant, c'est de se demander ce qu'il se passe dans le reste de la Belgique francophone et germanophone, où on a l'impression qu'on est sur une île isolée, où l'extrême droite ne parvient pas à s'imposer, ni même à décoller. Elle reste complètement marginale dans ce paysage partisan. La véritable question, c'est: est-ce que la Belgique francophone et germanophone est immunisée, entre guillemets, face à l'extrême droite? Est-ce que cette situation est pérenne, ou est-ce qu'on pourrait voir, peut-être plus rapidement qu'on ne le croit, une formation d'extrême droite surgir et s'imposer de ce côté du pays? Et justement, est-ce que c'est le cas ? Mais ce qui est intéressant d'observer, c'est qu'on a trois éléments. Les exemples étrangers, j'ai cité l'Allemagne, on peut citer l'Espagne aussi, où l'extrême droite n'a jamais réussi à percer pendant des décennies après le retour de la démocratie, et où, depuis maintenant une petite dizaine d'années, des formations d'extrême droite parviennent à y prendre une part assez intéressante en termes d'influence, parfois en rejoignant des exécutifs au niveau local ou régional, d'ailleurs en Espagne aussi. Deuxième élément, c'est qu'il y a un terreau, il y a une demande électorale très forte qu'on peut tâter, qu'on peut analyser du côté wallon par exemple, mais plus largement dans la Belgique non flamande aujourd'hui. Et puis il y a une offre électorale, en tout cas il y a des velléités de ce point de vue, avec des anciennes formations politiques qui tentent de s'imposer, et puis également de nouvelles formations d'extrême droite qui essayent aussi de se déclarer, de rassembler derrière elles. On verra à nouveau si elles parviennent véritablement à s'imposer. Le chemin est encore long, le travail est encore compliqué pour elles, notamment parce qu'elles rencontrent une forte résistance de la part de mouvements antifascistes notamment, mais pas seulement. Et donc nous verrons si elles parviendront à canaliser cette demande électorale. Toujours est-il que le terreau est là, je dirais. Donc on pense notamment au parti Chez Nous, nouvellement créé, et donc qui fait très très peur à notre société démocratique, en tout cas francophone. Alors Arthur Borriello, en l'espace de 10 ans, la gauche a perdu énormément de
de terrain sur le continent européen. En 2013, 13 pays de l'Union européenne étaient dirigés par des gouvernements de gauche ou de centre-gauche, donc pêle-mêle l'Autriche, la Belgique, la Bulgarie, la Croatie, la République tchèque, le Danemark, la France, l'Italie et j'en passe. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 6, le Portugal, l'Espagne, l'Allemagne, la Slovénie, Malte et le Danemark. Donc l'Allemagne et le Danemark qui sont tous deux en coalition. L'extrême gauche, elle, est en embuscade dans différents pays cités. Pouvez-vous rapidement nous faire un état des lieux justement de l'extrême gauche en Europe, ou alors peut-on dire tout simplement que l'extrême gauche est à l'état de mort cérébrale? Alors, sur le paysage de l'extrême gauche ou de la gauche radicale, hein, si on veut respecter le nom que les acteurs eux-mêmes se donneraient plus volontiers, c'est difficile d'en parler de manière unifiée à l'échelle européenne parce qu'en réalité, il s'agit de partis dont il est difficile de voir une espèce d'unité sous-jacente à la fois en termes programmatiques, organisationnels et en termes d'enjeux. Nous sommes dans un monde post-soviétique où l'horizon communiste n'est plus là pour unifier cette famille politique et lui donner une même boussole, une matrice commune. Donc on est face à des cas qui peuvent être très différents d'un pays à l'autre et c'est difficile d'en parler comme d'un ensemble qui connaîtrait un même destin. À l'intérieur de cette galaxie de l'extrême gauche ou de la gauche radicale contemporaine, on a à la fois des partis qui restent des partis communistes orthodoxes purs et durs. Je pense au Parti communiste grec, par exemple, hein, qui... On en a qui sont des partis qui se situent à la gauche de la social-démocratie, mais qui ont clairement fait un travail de deuil par rapport à historiquement à l'Union soviétique et à son effondrement. Et puis on a une série de partis, mouvements de gauche radicale qui ont connu un rebond lors de cette dernière décennie, souvent à la faveur d'innovations idéologiques, organisationnelles et communicationnelles assez importantes. Le PTB, dans une certaine mesure, en fait partie, même si c'est en même temps un cas assez isolé et assez atypique à l'échelle de l'Europe. Mais on peut citer des mouvements comme Syriza en Grèce, Podemos en Espagne, et maintenant la coalition Sumar dont Podemos fait partie, ou encore la France Insoumise en France, qui sont des exemples de cette nouvelle voie tracée par certains partis de gauche radicale, qui ont obtenu des résultats électoraux assez importants, assez considérables. Podemos, en 2015-2016, avait la possibilité même de dépasser le parti de centre-gauche, le parti socialiste espagnol, et s'est retrouvé au gouvernement pendant plusieurs années, et s'y retrouve à nouveau à l'intérieur de la coalition dirigée par Pedro Sánchez. La France Insoumise et son candidat Mélenchon, à 2 reprises, sont arrivés à un cheveu du 2e tour de l'élection présidentielle française. Syriza a exercé le pouvoir en Grèce. Bref, on a quand même eu une phase de renouveau de la gauche radicale qui a été favorisée par quelque chose que vous mentionniez, c'est le déclin concomitant du centre-gauche et des partis sociodémocrates en particulier. Alors, l'analyse des causes du déclin des partis sociodémocrates, ça nous amènerait très loin parce que ce sont des causes, à mon avis, historiques assez profondes et qui se jouent vraiment sur le long terme. Je dirais que les soubassements sociaux qui faisaient le succès des partis sociodémocrates se sont érodés petit à petit, hein, déclin de la classe ouvrière, hein, comme base sociale de référence, déclin des modes d'organisation des partis de masse dans la société, et de la société civile que les partis sociodémocrates avaient organisé autour d'eux. Et puis, il y a là-dessus des phénomènes de plus courte durée, plus soudains, plus brusques, qui sont venus se greffer, et en particulier la gestion de la crise économique de 2008, en particulier dans le sud de l'Europe, avec des partis sociodémocrates qui ont été, dans bien des
cas, qui ont participé à des gouvernements qui ont mis en place des mesures d'austérité, des plans sociaux parfois très durs et qui ont été pénalisés, sanctionnés par l'électorat pour ces mêmes raisons. Donc on va dire au croisement de dynamiques de long terme et de court terme, on voit qu'il y a un effondrement dans beaucoup de pays des partis sociodémocrates, dont certains partis de gauche radicale ont su profiter, notamment grâce à une grande capacité d'innovation sur plusieurs plans. Benjamin Biard, est-ce qu'on peut dire que les raisons que vient de citer Arthur Borriello, et notamment la sanction de certains partis de centre-gauche, ont profité à l'extrême droite ? Pas tous ces facteurs en tout cas, mais il y en a, notamment ce vote sanction. Le vote d'extrême droite, c'est un vote d'adhésion au moins en partie, mais c'est aussi un vote sanction, c'est un vote protestataire aussi dans une certaine mesure. D'ailleurs, c'est intéressant d'observer en Belgique le 26 mai 2019, le dernier scrutin que l'on a connu, les électeurs qui ont voté à la fois pour le Vlaams Belang et pour le PTB-PVDA en Belgique étaient les électeurs dotés du plus faible degré de confiance envers les institutions démocratiques. Ça traduit effectivement l'état d'esprit aussi de ces électeurs, au moins partiellement en tout cas, à l'endroit de la démocratie. Et donc il y a effectivement une part de ces électeurs qui votent aussi extrême droite, parce que déçus, parfois provenant de la gauche d'ailleurs, qui vont se dire on a tout essayé, on a essayé la droite, on a essayé le centre, la gauche, parfois même l'extrême gauche, notre sort n'a pas nécessairement évolué, on ne risque plus rien à voter, par exemple en France, Marine Le Pen. Et donc on a aussi ce vote qui traduit un certain malaise démocratique, et puis plus loin encore, un malaise parfois socio-économique au sein de la population. Et donc ça se ressent également dans les propos de Marine Le Pen, par exemple, ou dans son programme, quand elle reprend des éléments de gauche pour capter ces électeurs-là. Alors, donc pour faire un recentrage sur notre plat pays, donc le Vlaams Belang est en tête des sondages, en Flandre en tout cas. Le PTB serait le premier parti à Bruxelles pour les prochaines élections, mais dégringolerait en Wallonie. Peut-on dire que les extrêmes ont le vent en poupe de la même façon au nord et au sud de notre pays, Arthur Borriello? Benjamin pointait du doigt quand même une réalité qui est assez saisissante en Belgique francophone, c'est la quasi-absence d'une extrême droite et qui fait figure véritablement d'exception à l'échelle européenne. Il avait raison de souligner le fait qu'il n'y a pas d'immunité historique complète nulle part, et l'Allemagne et l'Espagne sont en train de le prouver. Ils ont longtemps été considérés comme des exceptions du fait de la mémoire historique du nazisme et du franquisme et d'une certaine imperméabilité à un retour de l'extrême droite. Aujourd'hui, on voit que ça n'est plus le cas. Je dirais qu'il y a d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte dans le cas de la Belgique francophone. Il a aussi souligné à juste titre le fait qu'il n'y a pas d'extrême droite sans nationalisme. Or, il n'y a pas d'identité nationale forte du côté francophone de la Belgique. C'est, on va dire, l'un des ingrédients indispensables à un parti d'extrême droite qui est manquant, ou en tout cas qui reste à construire. Ça ne veut pas dire que ça n'est pas jouable et utilisable, mais ça n'est pas un sentiment qui est là directement disponible de la même manière que le serait le nationalisme flamand au nord du pays. Donc ça fait quand même une différence fondamentale. Je crois aussi, c'est quelque chose qui, à mon sens, est trop sous-estimé dans les analyses sur l'extrême droite contemporaine, c'est que l'extrême droite se nourrit du déclin général de la société civile, des corps intermédiaires, c'est-à-dire de tout ce tissu, ce maillage politico-associatif qui faisait la vitalité des démocraties occidentales et qui s'organisait notamment autour des grands partis de masse et de leur réseau associatif qui pouvait les accompagner. De manière assez révélatrice ou assez emblématique, la Belgique francophone est l'un des lieux en Europe où la densité de cette société civile résiste le mieux. Du fait de la pilarisation de la société belge, en fait, les clivages politiques s'y sont institutionnalisés de manière beaucoup plus solide que dans d'autres pays, et on voit que les syndicats, les partis politiques, les mutuelles, les associations ont la vie dure,
structure comparée à ce qui peut exister dans d'autres pays européens. Si on veut prendre un point de comparaison que j'utilise souvent, qui est celui du nord de la France, où finalement en termes de situation socio-économique, de terreau pour une possible montée en puissance de l'extrême droite, on a un terrain qui est assez similaire à celui de la Wallonie, avec d'anciens bastions industriels frappés par le chômage de masse et la désindustrialisation. Eh bien, j'ai l'impression qu'une différence importante entre les deux côtés de la frontière, c'est la densité de cette société civile dans le sud de notre pays et le maintien justement de ces syndicats mutuels partis. Par exemple, le fait que le Parti socialiste continue à disposer de telles structures d'encadrement en Wallonie est une différence majeure avec ce qui existe dans le nord de la France, où depuis l'effondrement du Parti communiste français, effondrement relatif, cette structure d'encadrement qui existait là-bas aussi est pratiquement absente de ces territoires. Et je pense que ce n'est pas un hasard si les formes de contestation par rapport aux partis traditionnels qui se sont manifestés en Wallonie se sont manifestés à travers un parti plutôt de gauche radicale que d'extrême droite, à travers un parti qui mise justement sur une organisation assez dense, hein, en imitant le modèle des partis... du PTB. Hein. Oui. En imitant le modèle des partis de masse historiques, en jouant le jeu de la coopération, voire l'infiltration des syndicats, en ayant son propre réseau avec les maisons médicales, ses organisations de jeunesse, etc. C'est un parti qui prend très au sérieux ce rôle d'investissement d'une société civile vive et vivante, dense et je pense que c'est une différence fondamentale qui explique dans une large mesure la difficulté d'implantation de l'extrême droite en Belgique francophone également. Benjamin Biard, comment est-ce que vous pouvez expliquer que justement en Flandre, peut-être en miroir à ce que vient d'expliquer Arthur Borriello, le Vlaams Belang ait autant le vent en poupe? Alors je partage tout à fait les éléments qui viennent d'être amenés et j'ajouterais peut-être, pour répondre aussi à cette question, la question du cordon sanitaire médiatique. Pourquoi ? Parce qu'elle est présente uniquement du côté belge francophone. On a parfois tendance à considérer un peu trop rapidement que c'est une réalité belge. En réalité, c'est un élément propre à la Belgique francophone, d'ailleurs assez unique en Europe et à travers le monde. En Flandre, les partis d'extrême droite, alors parfois on fait face à un traitement différencié de la part des principaux médias audiovisuels, mais globalement est invité, les représentants du Vlaams Blok puis du Vlaams Belang depuis 2004 sont traditionnellement invités sur les plateaux télé, radio, y compris en direct pour s'exprimer. Donc ils ont déjà pignon sur rue. Un élément supplémentaire côté flamand, c'est cette stratégie qui vise, pour cette formation politique, à tenter de suivre un petit peu sur le modèle mariniste, si j'ose dire, du Front puis du Rassemblement national français, de se dédiaboliser. Alors on est loin du compte, le parti n'est pas tout à fait dédiabolisé, il y a encore des éléments forts qui renvoient le parti parfois à son histoire un peu plus lointaine. Toujours est-il que c'est une formation qui arrive à convaincre que ce n'est pas une formation si différente des autres, que c'est un parti qui s'est débarrassé des éléments les plus radicaux, que c'est un parti qui peut aussi être sensible à certains éléments sur le plan social, traditionnellement réservé à la gauche. La question des retraites, retraite minimale par exemple, l'âge de départ à la retraite, à revoir à la baisse, autre exemple, qui sont des éléments forts sur lesquels se positionne le Vlaams Belang, sans pour autant que ça n'en fasse certainement pas un parti de gauche ou socialisant, comme on peut le dire parfois. Et donc, à la veille du super scrutin que nous allons connaître en Belgique en 2024, quels conseils, vous, en tant qu'expert, pouvez-vous nous donner afin de nous protéger au mieux des dangers des extrémismes ? Peut-être on va commencer par Benjamin Biard. Je n'ai pas de conseils particuliers à prodiguer. Je pense que la responsabilité, elle est globale. Il y a une responsabilité politique et une responsabilité médiatique. On vient d'évoquer le cordon sanitaire médiatique, notamment, qui permettent effectivement de sélectionner, dans une certaine mesure, les représentants politiques à recevoir ou non, mais une responsabilité médiatique aussi qui doit permettre de mieux comprendre, décrypter les discours politiques au sens large, pas simplement extrêmes d'ailleurs, de mieux les saisir, de contribuer à pouvoir poser un choix éclairé dans une offre électorale complètement éclatée et fragmentée à l'heure d'aujourd'hui.
Une responsabilité au sein de la société civile, on en a parlé également. Une responsabilité plus large, tout un chacun aussi, de pouvoir s'informer au mieux possible pour connaître l'offre électorale dans sa globalité, dans sa totalité, et pouvoir poser un choix en toute connaissance de cause, en se rendant bien compte que néanmoins, voter pour un parti n'égale pas voter pour un autre parti. C'est ce qu'on a tendance parfois à entendre. Non, ça reste très différent. Chaque formation politique a des sensibilités sur un tas d'enjeux de politique publique bien différents et multiples, mais a des sensibilités qui lui sont particulières. Arthur Borriello, peut-être nous donner votre point de vue pour se protéger au mieux des extrémismes. Là aussi, c'est un petit peu difficile de donner un conseil général à mes concitoyens sur le sujet, qui ont leur propre responsabilité et leur propre liberté de choix devant leur bulletin de vote. Peut-être un appel à la responsabilité aux acteurs politiques eux-mêmes sur cette question de l'organisation et de l'encadrement de la société, de ne pas abandonner cette dimension fondamentale de l'activité politique, de ne pas réduire l'activité politique au geste électoral et à une espèce de sélection d'élites amenées à gouverner le pays ensemble, mais de comprendre que l'activité politique passe par l'encadrement de la population, des groupes sociaux, des formes d'éducation populaire, d'information, de prise en main de la chose publique à travers ces structures d'encadrement. On a la chance d'avoir un trésor en Belgique francophone de ce point de vue-là, c'est-à-dire une société civile extrêmement organisée, vive, et il s'agirait de ne pas perdre cet avantage comparatif qui est fondamental par rapport à d'autres pays européens lorsqu'il s'agit de lutter contre l'extrême droite. Et je dirais aussi qu'il y a peut-être une responsabilité plus spécifique qui incombe à la droite modérée. On le voit un petit peu partout en Europe que le rôle de compétition, collaboration qui s'instaure entre l'extrême droite et la droite modérée joue un rôle fondamental dans les succès de l'extrême droite. Si l'extrême droite se normalise et se dédiabolise, ce n'est pas uniquement en raison de leur propre stratégie, mais du fait aussi que l'on voit de plus en plus d'acteurs de la droite modérée, libérale et ou conservatrice adopter un certain nombre de ces thèmes et engager des formes de collaboration, d'alliance préélectorale ou post-électorale en vue de gouverner ensemble. Et je pense que de ce point de vue-là, en Belgique francophone, et sans vouloir pointer du doigt personne, un virage trop conservateur et sur des thématiques presque réactionnaires de la part d'une certaine frange du mouvement réformateur, notamment, est un très mauvais signal à envoyer parce que ça participe à faire rentrer un certain nombre de thèmes qui sont propres à l'extrême droite dans le débat public. Et une fois qu'ils sont là, ça devient difficile de les en déloger et on finit par altérer la nature du débat lui-même, de la discussion en présence et à l'orienter dans un sens qui est presque naturellement favorable à l'extrême droite. Donc évitons de lui préparer le terrain sous prétexte de, soi-disant, lui couper l'herbe sous le pied. De toute façon, la copie n'arrivera jamais à faire mieux que l'original. Alors donc, comme je vous le disais au départ, si pour le Centre d'action laïque, les extrémismes sont notre prison, les droits humains sont eux la solution. Donc nous arrivons déjà à la fin de cette émission sur les extrémismes. Je remercie mes deux invités du jour pour leur présence et pour leurs réponses. Arthur Borriello, donc vous avez coécrit avec Anthony Hager The Populist Moment aux éditions Verso, sorti en septembre 2023. Benjamin Biard, donc le courrier hebdomadaire du CRISP, écrit conjointement avec Serge Govert sur Skilden-Vrienden. Je remercie également le Centre d'action laïque de Namur de nous avoir reçus pour l'enregistrement de cette émission. Et je remercie enfin les auditeurs et auditrices de ce podcast. Toute l'équipe de Laïcité Brabant Wallon vous souhaite de belles fêtes de fin d'année et à l'année prochaine.